Alors, bien évidemment, on est à la 3e conférence. Il y en a eu 2 autres. La première était sur la respiration. Certains d'entre vous y ont assisté. La deuxième était sur cycle menstruel et performance. Si vous n'avez pas pu assister à ces conférences, mais que vous avez envie, pour une raison X, Y, Z, de voir les conférences, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France de triathlon. Puisque l'ensemble de ces conférences vous pouvez les voir en replay tout simplement. Avant donc voilà, c'est sympa quand je vois vos têtes, si vous pouvez activer votre caméra, ça serait cool. Parce que voilà, on est avant tout dans quelque chose d'humain. Merci pour celles et ceux qui sont en train d'activer leur caméra. N'hésitez pas, bien évidemment, cette conférence se veut très interactive. Donc, vous avez, pour celles qui sont et ceux qui ne sont pas habitués à Zoom, hein, voyez, vous avez un petit icône qui s'appelle discussion, où là, vous pouvez taper vos messages. Vous allez voir, je vais vous faire un coucou. Voilà. N'hésitez pas à lever la main. Vous voyez, vous avez un petit smiley avec écrit réaction. Hein, et ce qui vous permet de lever la main si vous avez des questions. Ça marche? Est-ce que en préambule de ça, vous avez des interrogations, des choses, des questions à me poser avant de débuter? Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment interactif, c'est pas moi qui fais la conf et vous qui écoutez. Bien évidemment, on va étayer et le but, c'est aussi d'étayer par rapport à vos retours d'expérience sur cette thématique qui est la préparation mentale. Donc, on est parti donc pour 1 heure, entre guillemets, de folie, si je puis dire. Donc, préparation mentale. Alors déjà, moi, j'avais envie de vous poser la question. Alors, pourquoi j'ai décidé d'aborder cette thématique? Alors, vous le savez peut-être pas. Alors, de formation, je suis pharmacienne. Alors, oui, vous allez me dire quel est le rapport. Bon, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine des neurosciences. Alors, c'est quoi le domaine des neurosciences? C'est tout ce qui a trait à la tête. Et bien évidemment, j'ai travaillé dans ma vie précédente sur tout un tas de développement de molécules qui sont en lien avec le cerveau pour des maladies qu'elles soient neurologiques ou psychiatriques. Et quand on comprend mieux comment ça se passe, quand il y a des dysfonctionnements, on comprend mieux aussi les différents mécanismes et comment ça fonctionne chez quelqu'un qui ne serait pas malade. Donc, j'allais vous dire déjà, pour ceux, parce que moi, c'est important que je sache, vous pouvez, pour certains, avoir déjà des connaissances en préparation mentale. L'idée, c'est pas de refaire une redite, mais c'est que je sois en phase avec ce que vous attendez de cette conférence. Alors, est-ce que quelqu'un veut, entre guillemets, me dire ce qu'il attend de cette conférence pour que je puisse caler les choses? Qui veut prendre la parole? Et puis, quand vous vous présentez comme ça, vous dites de quel club vous êtes. Comme ça me permet de… Personne? Si. Moi, bonjour Karine, tu m'entends? Oui. Bonsoir, c'est Laurence Valenvoix. Salut Laurence. Salut. Moi, j'ai commencé le tri-santé à Palaiseau. Puis après, je suis partie à Vincennes. Ouais, t'attends quoi Moi, du coup de la conférence? justement, savoir ce que c'est exactement la préparation mentale, parce que dans mon club, peut-être les triathlètes de niveau, de super niveau, les Ironman, savent ce que c'est, que moi, je ne sais pas du tout. Donc, on entend beaucoup parler, style Teddy Riner, où on entend qu'il est vachement coaché, il est vachement entouré. Ouais. Nous, on va dire les débutants, ou je balbutie au triathlon, savoir exactement et comment on peut s'améliorer un petit peu pour essayer un jour de faire un XS et après de progresser tout au long de notre vie, quoi. Ouais. Alors, Voilà. vous allez voir la préparation mentale. Merci Laurence, c'est le préambule. Préparation mentale, c'est pas que spécifique aux sportifs, c'est aussi en lien dans votre vie de tous les jours. Est-ce que si on devait définir comme ça la préparation mentale, selon vous, ça sert à quoi? Personne répond? Vous savez pas? Je pourrais répondre, mais j'ai fait la formation, donc… Vas-y, mais c'est pas grave, peu importe. Ça va étayer.
Il y a la gestion du stress, de la concentration, des objectifs, des routines. Mais, Mais moi, Braque, quel but derrière? Dans quel but? La préparation mentale, ça sert à quoi? Ben, le je pense que c'est mental. Alors, Vas-y. pour moi, la préparation mentale, ça sert à se protéger des autres. Ça sert à se protéger des autres. Alors, Ouais. ça serait pour une phase de progression. Ouais, alors ce qu'il faut entendre déjà, c'est que par préparation mentale, c'est tout simplement être, en tout cas avoir des outils, d'accord, et c'est ce qu'on va voir ce soir, pour tout simplement être performant. Mais alors, être performant, alors effectivement, on va en parler, être performant en triathlon, mais être performant, la performance, c'est tous les jours, d'accord? C'est aussi dans votre vie professionnelle. C'est aussi, quelque part, être efficient aussi dans la gestion entre le management de sa vie professionnelle et sa vie privée. Et, accessoirement, vos entraînements de triathlon et également des courses que vous allez éventuellement faire, d'accord? Donc, finalement, c'est comment, par des outils, on va tout simplement pouvoir guider l'individu pour que finalement, sans faire de jeu de mots par rapport au triathlon, il ne se noie pas dans sa vie de tous les jours. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Parce qu'on va reprendre en triathlon, vous avez votre préparation physique, d'accord? C'est-à-dire que vous allez en tout cas faire tout un tas de choses qui vont vous permettre d'être dans les meilleures dispositions physiques, mais ce n'est pas parce qu'on est à l'apogée au niveau de notamment sa condition physique qu'on va forcément faire une bonne performance en triathlon. Et je vous demande pourquoi? Le mental. Le mental. Et qu'est-ce qui peut jouer sur votre performance quand vous vous alignez sur une course de triathlon, par exemple? Le stress. Ouais, le stress, les autres. Ouais, le stress, ouais, effectivement. Le stress, La ouais. concentration. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas y arriver, ok. Quoi d'autre? Confiance en soi. Ouais. Alors, justement, la confiance en soi, comment on pourrait définir ça? Parce que bon, la peur de ne pas y arriver, ça, tout le monde peut le concevoir. Le stress, c'est quoi le stress? C'est une émotion ou c'est quoi? Le stress, c'est de la peur par anticipation, d'accord? Donc, c'est une émotion et avant même que ça se passe, vous anticipez les choses, d'accord? Et cette anticipation va engendrer tout un tas de choses au niveau de votre mental qui va avoir forcément des répercussions physiologiques. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on est stressé, globalement? Le cœur s'accélère, la tension monte, Mal au se contracte. ventre. Ouais. Alors là, on imagine si on est dans un départ de triathlon, on est déjà On est déjà au galop. On est déjà au galop et surtout, vous êtes en train de… Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites consommer. tout simplement, vous consommez de l'énergie inutilement parlant. D'accord? On va faire tout de suite un petit truc. Vous allez voir, on va voir tout de suite parce que vous comprenez bien que pour être performant, je dis toujours, et pour ma part, je ne fais pas d'Ironman, hein, d'accord? Alors, vous n'hésitez pas à me challenger parce que j'adore être challengée. Je ne suis pas madame je sais tout, hein. Bien au contraire, on est là pour échanger. Mais vous comprenez bien que l'idée, c'est par la préparation mentale, c'est comment on va être en mode économiseur d'énergie. On imagine que notre corps, c'est une pile Duracell et que ça doit durer longtemps, longtemps. C'est-à-dire que pour la partie des efforts que l'on fait, on doit être dans la précision, l'efficience pour tout simplement manger un minimum d'énergie. Alors là, c'est génial, il est 21h, on va voir tout de suite dans quel état vous êtes. Je vais vous inviter à vous mettre debout, s'il vous plaît. Voilà, on va le faire ensemble. Petit exercice pour voir tout simplement comment vous êtes là à l'instant T par rapport, on est d'accord, on est au repos, d'accord? Donc, si on est au repos, on doit être dans une consommation d'énergie minimum, d'accord? Vous allez voir tout de suite. Vous allez tout simplement donc essayer de me… je vais faire voilà, un visu là, sur mes pieds, tout le monde voit. Vous essayez de croiser vos pieds comme ceci, soit le pied droit devant ou le pied gauche devant, d'accord? Peu importe.
comment dire, la situation au niveau du croisement des pieds où vous êtes le plus à l'aise. Après, une fois que vous avez les pieds croisés, tout va bien, vous allez mettre vos mains ici, de chaque côté, donc en mettant la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. OK? Tout le monde a ces deux mains-là. Vous allez joindre vos mains comme ceci. Donc, vous voyez comment je suis. Voilà, je me mets de profil. C'est bon? Tout le monde y arrive? C'est OK pour tout le monde? Et vous allez, là, tout simplement, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Allez, c'est parti. Fermez les yeux. Et bien évidemment, alors il y en a certains, je les vois à l'écran pour ceux qui ont activé la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Il y a… Comment? J'oscille. Ouais, vous oscillez. Les autres? Ouais, ça tangue. Ça tangue? Ouais. Ça va. Pour tout le monde? Non, ça va. Ça va? Alors, vous comprenez bien que là, c'est déjà un très bon indicateur. Vous comprenez que là, vous n'êtes pas en train de faire une activité physique et vous voyez que pour autant, le corps est en train de lutter tout simplement pour rester droit. D'accord? Parce qu'on est en fin de journée, vous êtes fatigué et que bien évidemment, ça impacte sur votre comment dire, conditionnement et du coup, vous êtes en train de consommer de l'énergie. D'accord? Et la préparation mentale, c'est quoi? C'est comment par des outils, au lieu de tanguer devant, derrière, à droite et à gauche, vous allez tout simplement par des techniques refocaliser les choses et éviter que vous consommiez inutilement de l'énergie. Ça marche? Alors moi, je dois être très fatigué, je suis tombé. Moi. Vous êtes tombé. Qui me parle là, du coup? C'est Lionel Defresne. Lionel Defresne. Alors, effectivement, c'est en lien. Hein, plus vous tanguez droite, gauche, devant, derrière, plus c'est en lien. Mais moi, pas du tout, par contre. Hein. Comment? Je dis l'épouse de Lionel, pas du tout. Moi, je suis restée bien droite. Vous êtes restée bien droite. Eh bien, c'est parfait. Il y a de la concurrence. Hein. Comment? Il y a de la concurrence entre eux. Voilà, on sent qu'il y a de la battle. Donc, vous comprenez bien que donc il faut comprendre, la préparation mentale, c'est tout simplement des outils qui vont vous aider à être mieux et à être plus performant. D'accord? Ça, c'est le premier point. Chaque préparateur mental a son influence. D'accord? Quelqu'un, donc ce soir, je suis en train de vous donner des notions. Moi, j'ai une influence très neurosciences. D'accord? Moi, j'ai une approche très tête et corps. D'accord? Pour d'autres personnes, ça sera autre chose. D'accord? Donc, c'est pas, voilà, je dis toujours dans la vie, il ne faut pas dire elle a raison, elle a tort. Hein. Vous, votre but, c'est aussi, au regard des différentes conférences de préparation mentale que vous pouvez écouter, c'est vous faire aussi votre propre avis sur la question par rapport à des outils qui, vous, par rapport à votre manière aussi d'accompagner les gens et de guider les gens, hein, je dis toujours, nous sommes des guides, que vous puissiez être en phase avec ces outils-là, d'accord? Moi, je sais qu'il y a des choses qui se font en préparation mentale que moi, je ne ferai jamais parce que ça ne me correspond pas par rapport à toute mon expérience et il y a des choses qui ne me parlent pas, d'accord? Donc, parce que la préparation mentale, c'est aussi beaucoup de l'adhésion entre la personne qui est guidée et le guide. Hein. Je vous rappelle, pour avoir travaillé dans le développement de médicaments, hein, il y a des gens, l'effet placebo, il est bien présent. Hein, d'accord? Quand on étudie l'évaluation de molécules thérapeutiques, hein, quand on met notamment du sucre dans des gélules, il y a pour certains, on le sait, on le quantifie à hauteur de 15 à 20% l'effet placebo. Hein, et tout simplement par le fait du conditionnement psychologique et de l'adhésion que peut avoir le médecin avec son malade. C'est la même chose dans la préparation mentale. OK? Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, on va passer à la suite. Vous voyez ma petite image là? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien? Si.
Allez, qui me dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse? Moi, je vois un œil coupé en deux. Un œil coupé en deux. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Non? Les autres? Tout le monde voit un œil? Bonjour. Oh, une peinture avec du rouge, du gris. Une peinture, ouais. Les autres? Un tronc scié. Un tronc en acier, un puits. OK. Alors, là, on est 14 personnes connectées. Si je demandais individuellement à chacun, chacun me dirait peut-être quelque chose de différent. Alors, je vous pose la question, à votre avis, comment ça se fait alors que visuellement parlant, a priori, on est tous câblés pareil? C'est comme le test de Rorschach un peu, non? C'est en fonction de son vécu et de son état mental présent, on ne voit pas forcément les mêmes choses. La perception. Ouais, exactement. C'est-à-dire que par rapport à votre état émotionnel du soir, vous ne voyez pas tous la même chose. Je vous rappelle que le nerf optique, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une image, ça arrive, mais bien évidemment, notre cerveau anticipe les événements visuels et leur contenu émotionnel. D'accord? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vu, là, on est uniquement sur le travail par rapport à la vision. Quand vous êtes en départ de triathlon, vous imaginez tout ce qui se passe devant vos yeux et tout ce que ça peut engendrer. Ouais. Donc, c'est l'effet tunnel un peu, comme esquisse. Ouais, donc ça veut dire que déjà, rien que l'aspect visuel, ça interfère et ça va vous mettre dans une interprétation des choses. Et l'interprétation peut être tout simplement une interprétation par rapport à comment je me ressens, comment je suis au niveau physique. D'accord? On continue. Si on associe tout simplement l'aspect auditif, vous allez le voir. Donc, je vais arrêter le partage. Hop. Je vais vous faire écouter des morceaux de musique. Vous allez me dire si, quand je vous fais écouter la musique, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça vous procure? Alors, on est parti. Hop. Je vais repartager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien. Vous voyez bien là? Oui. Alors, ça? Au niveau émotionnel? On ne voit plus. Oui, j'ai fait exprès parce qu'il y a écrit ce que c'est. Ah, Ben, on ne voit plus, mais on n'entend rien. Alors, vous refermez tous les yeux. Un autre. Alors? On n'entend pas. C'est très On vrai. entend deux notes. Donc, Oui, ouais. C'est super. Vous n'entendez pas? Non. Juste deux notes. Donc, Ouais. Alors, attendez, on va en faire un autre. Là, vous avez entendu quand même, ça a duré 5 secondes. Non. Non. Non? Ah mince, Non. ça passe pas. Bon, alors, c'est bien dommage. Alors, attendez, je vais faire autrement. Vous allez me dire si ça passe. Là, vous avez entendu ou pas? Rien. Non. Bon, alors mince, ça marche pas mon lien avec le Zoom. Bon, je suis désolée. C'était tout simplement pour vous dire qu'en fonction de votre état émotionnel, c'est la même chose pour le versant auditif. D'accord? Il y a des gens qui vont, quand ils écoutent une musique, ils vont dire « Ah, c'est triste ». Il y a d'autres gens, ils diront « Non, c'est apaisant ». D'accord? Donc, ça va dépendre tout ça de votre état émotionnel et vous l'avez compris, cet état émotionnel va jouer bien évidemment sur votre performance. Ça va jouer sur quoi? Sur vos prises de décision. D'accord? Donc, c'est important
de prendre en considération tout ça. Ça marche? On continue. Je voulais vous faire écouter ça. J'espère que ça va marcher là. C'est un champion que vous connaissez qui est Teddy Riner. Teddy Riner, il est multiple, vous le savez. Voilà, c'est un champion. On a pu montrer son palmarès au niveau de ses médailles olympiques et notamment championnat du monde et championnat d'Europe. Et pour autant, écoutez l'interview de Teddy Riner. Les gens pensent que c'est parce que je suis vraiment costaud que j'ai des bras. Mais ils oublient de regarder une chose, c'est que mes adversaires sont tous pratiquement plus grands que moi et plus lourds. Donc, du coup, Vous entendez bien ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon? c'est Ok. pas le côté physique. Moi, mon point fort, c'est ma vitesse. Et c'est ma tête. Aujourd'hui, la psychologue veut aborder un point de blocage. Le refus du judoka d'être mis au sol à l'entraînement. Non, non, par contre, je comprends pas. Ah, non, 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 non. Ça, c'est pas possible non, encore. Hein. non, non. Tu as toujours besoin de montrer que tu es meilleur même quand tu es en préparation ou ça va mieux? Tu es plus calme. Je suis plus calme. Je suis plus calme, c'est vrai, parce que d'habitude, je vais pas articuler. Moi, je te félicite. Tu es capable de faire ça. Ça, on va progresser là-dessus. Hein. D'accord? Tu es le leader qui a besoin de montrer qu'il est meilleur en stage. Waouh! Ça va. Je trouve pas qu'il y a une Il y a un incohérence. contraste. Là, Hein? Là, s'il faut qu'on travaille cette incohérence. c'est plus en Que compétition. tu sois plus relâché, plus voilà. Ça, faudra que j'apprenne. Un blocage mental que la psychologue va devoir déverrouiller. Comme en 2011, avant les Jeux Olympiques de Londres. Un an avant, j'arrivais pas à dormir. Je me réveillais avec des douleurs dans le dos. On allait voir un spécialiste du dos. Je lui ai dit, les scanners, on fait la totale, mais quand je dis la totale, on fait tout. Et les examens disent qu'il n'y a rien. Et là, il me regarde, il me dit, tu suis un psychologue? Je lui dis, ouais, pourquoi? Est-ce que tu me donnes son numéro, s'il te plaît? Là, moi, j'ai rien, il m'appelle et me dit, Teddy, est-ce qu'on peut se voir? Ok. Et là, on commence à parler. Elle me dit, Teddy, tu es anxieux. Tu penses matin, midi et soir aux Jeux Olympiques. Tu te vois gagner ou perdre. Donc, du coup, ça t'empêche et ça te crée des douleurs. On a fait 2-3 séances. Je dormais comme un bébé. Je dormais comme un bébé et en plus, je suis rentré avec le tissu. Alors, vous avez vu là cette interview qui est parlante hein, de Teddy Riner, qui est d'ailleurs, je tiens à le signaler, hein, lui, c'est à sa demande et dès qu'il est rentré à l'INSEP, il a demandé à être justement pris en charge sur les aspects notamment de préparation mentale. En France, c'est encore extrêmement… Alors, vous allez me dire, oui, tout le monde en parle de la prépa mentale. Très bien, mais il y a, voilà, il y a aussi, je trouve, certains, enfin en tout cas une espèce de disparité de par les niveaux qui sont insufflés. En tout cas, il faut savoir que là, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, je dis toujours le poids des mots MAUX sur les mots MOTS. Pourquoi? Là, typiquement, lui, tel que il décrivait sa situation, on aurait pu imaginer qu'il était blessé. D'accord? C'est comment, à un moment donné, l'individu, par différentes choses, va se mettre dans des espèces de dispositions qui vont engendrer des douleurs physiques qui peuvent être assimilées et même confondues avec des blessures. D'accord? Donc, ce que j'allais vous dire, ça va extrêmement loin. C'est que non seulement la préparation mentale, c'est-à-dire être dans les meilleures dispositions au niveau mental, va jouer sur votre performance en triathlon, voire peut vous induire en tout cas en erreur en pensant que vous avez une blessure. D'accord? Donc, on va le voir. Et je vous ai dit en une soirée, en 1 heure, là, l'idée ce soir, c'est de vous faire vraiment de l'initiation. C'est pas de vous donner toutes les techniques parce qu'il y en a pour des heures de formation et que ça serait vraiment bâcler les choses que de vous résumer tout ça en 1 heure, mais voyez jusqu'où ça va. D'accord? La préparation mentale aussi, c'est être efficient dans la prise de décision. D'accord? Être efficace. En triathlon, où est-ce qu'il va falloir qu'on soit extrêmement concentré? Vous allez me dire tout le temps. Mais quand spécifiquement? Est-ce qu'il y a des phases où on doit être un peu plus concentré?
qu'est-ce qui est fondamental dans notre activité avec les changements de sport? Les transitions, c'est un bel exemple. Les transitions, vous l'avez vu, vous le voyez sûrement comme moi quand vous regardez des vidéos de courses de haut niveau, systématiquement à un niveau physique égal, où est-ce que les gens perdent les courses? Aux transitions. Ouais. Pour différentes raisons. Qu'est-ce qui se passe aux transitions? Qu'est-ce que vous avez déjà vu sur des images? Hein? Ou en course? Pas forcément, voilà, ce que vous avez pu voir. Ou vous, ce qui vous est arrivé. Par exemple, d'oublier de défaire le casque quand il part en course à pied, par exemple. Ouais, il peut y avoir ça. Moi, c'est le changement des muscles, enfin le changement d'activité sportive. Tu nages, après, tu es obligé d'aller te retirer ta trifonction, il faut que tu te mettes à courir et je pense que c'est ça, c'est les enchaînements qui sont difficiles que le corps a du mal à gérer, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec la fatigue physique? Vous allez tout simplement être beaucoup moins concentré et attentif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'en natation, vous aviez un certain objectif et puis vous allez faire quoi? Vous allez vous emballer, vous allez suivre la masse. Vous allez nager peut-être trop vite par rapport à votre niveau, voire vous allez hyperventiler et au bout de 100 mètres, vous êtes en train de faire quoi? De la brasse. Oui ou pas? Oui, oui. Ça, c'est quelque part, c'est comment je vais conditionner mon cerveau à pas me faire embarquer par la masse. Et plus je le travaille, plus ça va devenir automatique le jour J. Ouais. Ou alors, à l'inverse, je vais carrément me préparer parce que ça peut être aussi une tactique si vous avez envie de sprinter parce que vous êtes plutôt bon nageur ou bonne nageuse et que vous voulez vous positionner dans le pack devant. Vous allez vous entraîner tout simplement, hein, vous entraîner mentalement et physiquement à taper un sprint dès le départ pour pouvoir être positionné et larguer un petit peu les gens qui nagent moins bien que vous. Ouais. C'est ça, hein, voilà, la préparation mentale. Aux transitions, qu'est-ce qui se passe? Quand je sors de l'eau, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Bah, il y a des gens, des fois, ils retirent un bout de la combi, ils n'y arrivent pas, ils retirent le deuxième, puis ils sortent de l'eau, ils font pingouin. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas eu la présence d'esprit à un moment donné de se dire, hein, la tête est emballée, d'accord, on est beaucoup moins attentif et concentré. Et du coup, on commence à faire un peu n'importe quoi. Voire après, j'arrive au parc à vélo. Nadine, qui est arbitre, elle doit le voir régulièrement. Hein, où les individus, ils font quoi? Bah, ils partent, ils n'ont pas fermé leur casque, d'accord? Ou alors, ils partent et puis ils trébuchent à moitié, ils n'arrivent pas à… Voilà, juste après avoir passé, déjà ils trébuchent en prenant le vélo pour aller jusqu'à la ligne où ils doivent monter. Voire des fois, il y en a qui perdent les bidons. Enfin bon, c'est un vrai… Et ça, que l'on soit en petit ou bas niveau, hein, on est d'accord? Les dossards. Voilà, les dossards qu'on ne retourne pas. Donc, c'est comment… Et ça, c'est des secondes. Et bien évidemment, plus on monte dans le niveau, plus ça a un impact très important sur la performance parce que ça peut faire perdre des titres. Oui. Ouais. C'est pour ça que les athlètes de haut niveau travaillent énormément les transitions. Pourquoi, à votre avis? Parce que comme ça, ils vont aller vite, mais qu'est-ce qui se passe? Si vous entraînez votre cerveau perpétuellement parlant à faire quelque chose, c'est une routine. Ça devient un automatisme. Ça devient un automatisme. Merci. D'accord? Hein? C'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, des gens qui seraient assis toute la journée, qui disent qu'ils n'ont pas le temps de bouger parce que c'est la semaine, il y a trop de boulot, et ben le week-end, ça devient un automatisme, ils ne bougent plus non plus. D'accord? Vous voyez que tout est lié, d'accord? La tête et le corps. Hein? Autre point, donc,
on a vu bien évidemment donc l'intérêt aujourd'hui voilà, d'être concentré. Qu'est-ce qui peut se passer aussi avec le mental? Par exemple, ceux qui font de l'ultra, avec l'effort, vous perdez votre concentration, vous commencez à être crevé. Qu'est-ce qui peut se passer? On oublie de boire, on est moins concentré sur le parcours. Exactement. Donc, tout ça, finalement, bon, bah, physiquement, vous êtes dans certaines dispositions qui va impacter sur votre mental. Et plus vous avez, en tout cas, engendré des espèces de routines au niveau de votre mental, moins ça arrive, ce genre de choses. On est d'accord? Oui, on garde sa lucidité. On garde sa lucidité tout au long de la course. Oui? Non? Est-ce que vous avez des questions là par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Non? Ok. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'était mon ami Teddy Riner. Autre athlète que j'adore, alors moi, je suis une fan de biathlon. Vous savez, ski de fond et tir, où là, le mental est juste quelque chose d'extraordinaire. Je reviens juste, chaque année, je vais voir la manche au Grand Bornand, que je vous invite vraiment à aller voir, qui c'est des compétitions extraordinaires si vous voulez en savoir encore plus sur le mental et comment ça fonctionne. C'est une mine d'or d'informations. Là, c'est en 2019, au championnat du monde en 2019, l'équipe féminine qui arrivait avec vraiment de vraies prétentions a fait des résultats catastrophiques toute la semaine. La dernière épreuve qui est la mass start, alors il y a différentes épreuves dans le biathlon, mais bon, la dernière est la mass start. Du coup, Julia Simon donc, prend le départ et elle est malade. Je vous laisse écouter son interview, sachant qu'au dernier tir, Julia Simon, malgré le fait qu'elle soit malade, elle était malade à crever. Elle était première, elle se présente première au tir. Et vous allez voir, voilà, elle fait une erreur sur les 5 derniers tirs, ce qui l'a fait terminer 5e, puisque les autres ont tout simplement réussi leur tir. Écoutez son interview, elle est riche d'enseignements. C'est parti. J'imagine que vous avez vibré vous aussi à faire ces tours. Ouais, j'ai vibré, j'avais pas du tout les jambes aujourd'hui, je suis malade depuis hier, j'ai plus rien et je savais pas si j'allais prendre le départ, je me sentais vraiment vidée. Je suis vidée, je ne sais pas si j'allais prendre le départ. Au secours. D'accord, hein? Écoutez la suite. Et puis finalement, après avoir dormi 40 minutes avant de partir, ça allait mieux et j'ai pris ma chance et je savais que j'avais pas les jambes aujourd'hui pour rivaliser. Et je voudrais juste remercier Quentin, merci, parce que à chaque fois que j'arrivais au tir, je me pensais qu'il y a une chose qu'il m'a dit hier soir. Il m'a dit fais-toi plaisir dans la cara, et je pensais qu'il y a une chose, c'était fais-toi plaisir dans la cara, fais-toi plaisir. Donc, elle est malade à crever. Avant le départ, elle fait une sieste de 40 minutes. Super, à ce niveau-là, c'est pas ça qui a fait que elle était dans la course pour faire le podium, d'accord? Sachant qu'elle finit 5e en biathlon, vous savez, il y a les 3 premiers et on récompense ceux d'après également. Les 3 suivants. Voilà, exactement. Donc, son entraîneur lui dit « Fais-toi plaisir à la cara », c'est-à-dire « Fais-toi plaisir à la carabine, lâche-toi ». Vous allez voir la suite. C'est un endroit génial, il y a une ambiance de folie. C'est super d'être ici, c'est une vraie chance. Donc, c'est la dernière course et je voulais retrouver ma fraîcheur et ma joie de faire du biathlon. Et aujourd'hui, ben, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. Malheureusement, ça passe pas. On est au mondiaux, tout ce qui compte, c'est les médailles. Mais ici, il y a la petite saveur de réussite quand même, cette course. C'est une course qui va permettre de bien repartir sur la fin de saison avec de l'envie et pas la tête basse. Ouais, voilà, ça permet de partir un petit peu plus tranquille. Ça ne passe pas ce qui s'est passé les semaines d'avant, les jours d'avant, mais voilà, ça permet de pouvoir remonter un petit peu la tête et de se dire que tout ira mieux les semaines prochaines. Et donc une pensée pour Vincent Porel, ancien coach de tir, et tous
et tous les staffs qui œuvrent depuis que vous êtes tout jeune à vous faire progresser, vous amener jusqu'à ces championnats. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le biathlon, ça marche pas tout de suite, hein, c'est pas ce qu'on a travaillé cet été qui paye aujourd'hui, c'est vraiment dans la continuité des choses et parfois, ben voilà, il y a des petits moments comme ça où on a besoin d'un discours simple et c'est des choses faciles à dire et des fois ça reste dans la tête et aujourd'hui c'était vraiment une phrase qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a permis de faire cette belle course aujourd'hui. Alors, vous avez vu ce que je voulais vous dire. On a parlé aujourd'hui de l'impact du mental dans la pratique du triathlon, d'accord? Donc, avant les compétitions, pendant les compétitions et après, bien évidemment, hein, sur les aspects de performance. Ce que je veux vous mettre en exergue au regard de cette interview, c'est qu'à un moment donné, j'entends plein de gens qui font des usines à gaz en termes de préparation mentale. D'accord? Usine à gaz, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et vous l'avez vu, y compris dans le haut niveau, il faut revenir à des choses extrêmement simples. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est quoi? Elle était au bout du rouleau. Elle avait fait une semaine de mouise, on va dire, qui était complètement catastrophique au regard de ce qu'elle était capable de faire. Là, son entraîneur a travaillé pour la suite parce qu'il était effectivement important qu'elle puisse finir la compétition sur une note positive. Donc, il a joué un peu la carte du va-tout. Il lui a dit, de toute façon, tu es malade à crever, tu n'as rien à te perdre, lâche-toi sur la carabine. Eh bien, finalement, ce que je veux vous mettre en exergue, c'est qu'un discours aussi simple que ça lui a permis tout simplement de performer. Et vous avez vu aujourd'hui, malgré qu'elle soit capoute au niveau de ses jambes et qu'elle soit hors course, le mental était là et il lui a permis de faire une performance. Vous savez que aujourd'hui, quand vous vous entraînez, on sait très bien la récupération qu'a un athlète, d'accord, ou vous-même, vous savez très bien au regard de certaines séances combien de temps vous allez mettre musculairement pour récupérer. Pour ce qui est du mental, c'est tout aussi important, d'accord? Je vois beaucoup de gens qui tapent dans les séances. Quand vous tapez dans les séances, vous tapez aussi sur votre mental. Le risque, il est quoi? Il est qu'au bout d'un moment, vous avez vu que le mental a une proportion importante dans la performance sportive. Et le jour J, quand vous avez envie de performer, la tête n'est plus là. Vous êtes cramé. Donc, je voulais vous donner cet exemple de quelqu'un qui est malade, qui finalement, malgré la maladie et des moindres capacités physiques, arrive à performer. Ouais? Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Ça vous semble intéressant ou pas du tout? Il faut me dire. Hein. Si, c'est très intéressant. Si. D'accord? Donc, voyez au regard de deux sports différents, deux sportifs différents, deux choses que l'on peut mettre en évidence. D'accord? Et qu'à un moment donné, je suis désolée de dire ça, hein, mais vous le verrez même sur le prochain webinaire, j'invite deux pointures sur la prépa de l'entraînement. J'espère que vous serez nombreux, ça sera au mois de juin. À un moment donné, plus on reste simple, quand on revient au basique, plus on performe. Enfin, moi, c'est ma vision et honnêtement, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon. Parce que la prépa mentale ne doit pas être une source de stress, hein, on est d'accord. Hein. Ouais? Oh, c'est pas la peine. Voilà, sinon, on n'a rien compris. Alors, donc, la préparation mentale aussi, ça, je voulais le dire, c'est pas à confondre avec la psychologie, hein, d'accord? Ce sont deux choses différentes. Hein. La préparation mentale, c'est pas une discipline thérapeutique, d'accord? Et c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place pour quelqu'un qui est en souffrance, d'accord? Donc ça, c'est ce que je voulais voilà, vous dire à bien différencier psychologie
et préparation mentale. OK. On va continuer un peu. Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, pratique déjà de la préparation mentale? Oui. Oui? Alors, Nadine, comme voilà, je sais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Nadine? Oui. Oui. Alors, qui a dit oui? Parce que comme voilà, des gens qu'on n'a peut-être pas entendus encore, Patrick, c'est Oui. vous? Oui, oui, c'est moi, oui. Enchanté, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de quel club du coup? Je suis je suis licencié au club des Dauphins de Sceaux, mais D'accord. voilà, mais en fait, je suis enseignant en STAPS. D'accord, très Voilà. bien. Et j'ai fait une formation en préparation mentale, et donc je suis quelques triathlètes D'accord. là depuis 2 ans. Voilà, et ça me sert à me former, en fait, hein. Voilà, c'est pas mon métier, hein. Mon métier, c'est l'enseignant d'éducation physique, mais Ouais. j'ai fait la préparation d'abord pour moi parce que, en fait, je suis nageur et je nageais en master depuis très longtemps et j'avais besoin de me relancer un peu, de me retrouver des motivations. Et donc, j'ai fait une formation pour moi et puis j'ai trouvé très intéressante et j'ai voulu la faire partager à d'autres, Ouais. à des sportifs d'abord et puis ensuite à des étudiants qui préparent des concours. D'accord. OK. Et donc, voilà, notamment, je suis Constance Dussert qui a fait 2e au championnat du monde de cross duathlon en U23. Là, elle est à Versailles. D'accord. OK. Donc, la première chose à savoir, alors Patrick voilà, était en train plus ou moins de nous le dire, c'est cette phase de découverte avec la personne qu'on va accompagner, qui est primordiale. Si c'est vous-même, elle est primordiale aussi, d'accord? Hein, parce que là, soit effectivement, vous êtes là ce soir parce que vous avez envie de pousser un peu plus loin et peut-être sur des formations pour accompagner des gens comme Patrick, soit c'est à titre personnel. Oui, pardon. Ouais. Pardon. Non, oui, enfin, ma démarche là était d'écouter, voilà, de voir un petit peu ce qui pouvait se dire et effectivement, de prendre des choses. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire au départ, et puis j'ai pas voulu le dire, mais effectivement, on dit souvent que le premier adversaire du sportif, c'est lui. Oui. C'est le sportif lui-même, avant de voir ses adversaires, c'est l'être humain lui-même qui est Exactement. Et puis, sachant que on a tous, en tout cas, différentes, c'est-à-dire que l'impact émotionnel, il y a des gens qui sont hypersensibles, hyper émotifs, hein, et ces gens-là, effectivement, mal gérés au niveau mental, ça peut faire vraiment de la contre-performance. Par contre, bien managé au niveau mental, ça fait vraiment pour la plupart, hein, alors vous ne le savez peut-être pas, mais tous les sportifs de haut niveau sont très souvent des gens hyper émotifs, hyper sensibles, qui ont appris tout simplement à manager leur Formule 1 qui est leur tête. D'accord? Donc, si on reprend sur les aspects un peu de la préparation mentale, il y a différentes choses. On va pouvoir gérer les choses par rapport à la motivation, donc des outils pour garder l'aspect motivationnel. Bah oui, un sportif qui n'est pas motivé, il va contre-performer. Hein. On va bien évidemment gérer les choses par rapport au stress, la gestion du stress. Alors, je dis toujours aux gens, alors moi, je n'accompagne pas spécifiquement des sportifs en préparation mentale, mais plus monsieur et madame tout le monde dans la vie de tous les jours. Je dis toujours, quand vous êtes stressé, c'est bon signe. Vous savez pourquoi? C'est que vous êtes connecté au monde. À un moment donné, il faut se dire que voilà, ce ressenti émotionnel, il est tout à fait normal pour un peu dédramatiser la situation. Donc, la préparation mentale, il y a des outils, effectivement, et des choses que l'on peut faire pour mieux appréhender le stress. Je vous rappelle, je vous renvoie déjà sur le premier webinaire, on a parlé de respiration. On l'a dit, une des conséquences majeures du stress, c'est bien évidemment une mauvaise respiration
Et bah, quand on respire mal, c'est déjà mal barré, entre guillemets, parce que ne serait-ce que quand vous vous entraînez ou le jour des compétitions, vous n'êtes pas dans une efficience optimale de votre respiration. Donc, il y a des techniques pour, bien évidemment, libérer votre diaphragme, hein, qui est l'outil qui sert pour respirer, hein, mais également tous les muscles collatéraux, tous les muscles qui vont impacter sur la bonne mobilité du diaphragme, et également des techniques voilà, où on va joindre le mental. Ouais. Sur l'aspect motivationnel, j'allais vous dire, je vais vous poser une question ce soir. C'est quoi la motivation, si on devait le définir par une équation de mathématiques? C'est quelque chose moins quelque chose. Non, ça vous dit rien? C'est le plaisir par rapport à l'équilibre, hein, avec le, je ne sais plus. Qu'est-ce que ça peut être? L'envie de gagner, non? L'envie de progresser? Alors, regardez, je vais le mettre ici. La motivation, c'est des bénéfices, ouais, moins quoi? Moins des coûts. Ouais. Ça va pour tout le monde? Oui. Des bénéfices moins des coûts. Si mon bénéfice est supérieur au coût, je vais avoir un individu qui va être motivé. Ouais. Si mes bénéfices sont inférieurs au coût, on va avoir quelqu'un qui va être démotivé. Ouais. Oui ou non? Oui. Et si les bénéfices sont égaux au coût, on est dans le middle, hein, bénéfice égal au coût. Et là, on a un individu qui est tout simplement entre les deux et qui va être dans un état de bascule, en espérant qu'il ne descende pas ici. Ouais. C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce que ça peut être? On va prendre un exemple. Votre motivation à... allez, qui veut me donner un exemple? Non, ce n'est pas moi qui vais choisir parce que c'est toujours mieux quand c'est vos exemples à vous. Allez, un exemple sur l'aspect motivationnel. Votre motivation à venir ce soir à la formation. Incroyable. Enfin, à la formation, à l'initiation, hein, je le répète, ce n'est pas une formation. Les bénéfices, je vous écoute, c'est quoi? Je vais apprendre des choses. Ouais. Quoi d'autre? Que ça? Non, c'est l'échange, le relationnel humain. Ouais, l'échange entre vous tous, l'échange avec la personne qui anime la conférence. Ouais. Quoi d'autre? C'est tout? Alors, vous êtes quoi? Vous êtes vert, noir ou rouge quand vous vous êtes connecté? Vert, sinon, j'imagine voilà. Ouais, alors, du coup, on a dit effectivement, donc, il y a l'apprentissage, le fait d'apprendre, on l'espère, en tout cas, j'espère quelques notions, le fait de pouvoir échanger entre vous tous, le fait de tout simplement prendre du plaisir à écouter ça, hein, ça, voilà, c'est toujours intéressant. Et les coûts, c'est quoi? Le coût physique, parce que vous étiez peut-être crevé de votre journée, de vous reconnecter à 21h, vous aviez peut-être envie de faire autre chose, d'accord? Le coût mental, là, je vous demande effectivement d'être concentré, je vous pose des questions, etc. Donc, vos fonctions cognitives, elles fonctionnent à plein régime, hein? Là, le coût financier, ça serait quoi? On va dire l'électricité que vous payez pour que votre ordinateur soit connecté. Ouais, ça marche? OK. Donc, la motivation, c'est des bénéfices moins des coûts. Donc, quand on va devoir jouer sur des leviers motivationnels de l'individu, qu'est-ce qui se passe?
hein, un individu, il y a 3 choses à avoir en tête. Une personne va avoir une baisse motivationnelle quand elle fait quoi? Quand elle prend plus plaisir, hein? D'accord? Quand elle prend plus plaisir, quand elle sent qu'elle ne progresse pas, ouais, et quand elle sent qu'elle n'a pas d'appartenance à un groupe. D'accord? Donc, si on prend l'exemple en triathlon, bah, quelqu'un va avoir une baisse de motivation à l'entraînement si elle fait quoi? Si elle ne prend pas plaisir, hein? Si finalement elle sent qu'elle ne progresse pas, d'où l'importance, hein, en triathlon d'effectivement objectiver ça. Et puis le fait d'être l'appartenance à un groupe. Ouais? Je valide complètement. Donc ça va faire, donc vous voyez déjà un truc très simple, c'est de se dire comment on va travailler avec un individu. Dans la préparation mentale, on va regarder un état des lieux de sa motivation. On va regarder les items qui pêchent, d'accord, sur sa motivation, s'il est en baisse motivationnelle, pour permettre à cet individu de passer tout simplement du rouge au vert. Ouais. Il y aura l'étape qui sera le noir. Ouais. L'autre versant, si vous avez quelqu'un qui est au vert, ben, va falloir qu'il reste au vert. C'est toute la difficulté aussi. D'accord? Et c'est là que, effectivement, l'émulation de groupe, hein, vous le savez, les sportifs de haut niveau, ils sont tous quoi? Ils s'entraînent quoi? En groupe, hein. Ils ne sont pas tout seuls à faire leur séance d'entraînement en triathlon, hein. D'accord? C'est hyper important pour justement garder ces aspects motivationnels et d'émulation collective qui vont tirer l'individu vers le haut. Ouais? Donc, voyez, la motivation, on va après, dedans, mettre tout un tas de choses pour impacter favorablement sur la performance sportive. Et oui, parce qu'un individu qui n'est pas motivé, il n'a pas envie de s'entraîner. Donc, du coup, ça ne va pas le faire au niveau de sa perf. Pareil, quand une personne s'aligne en triathlon, hein, et ça, je pense que, d'ailleurs, vous le savez, il y a des sportifs, par exemple, Teddy Riner, hein, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des fois, il coupe des mois entiers. Il repart en Guadeloupe. Il va faire la fête, revoir tous ses copains. Il coupe complètement l'entraînement pour pouvoir se ressourcer et mieux repartir. Ça fait partie aussi des choses, d'accord, pour relancer un individu. Ça marche? Oui. Et pour ne pas tomber dans un espèce de lassitude et d'épuisement mental. Hein? Comme des fois, il y en a qui veulent faire, je ne sais pas, 40 minutes, moins de 40 minutes aux 10 km, ou alors des temps en marathon, et puis ça fait des années qu'ils le font et ils n'y arrivent pas. Il faut se poser les bonnes questions. C'est ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, le repos fait partie de l'entraînement. Exactement. Je dis toujours, il faut savoir perdre pour gagner. D'accord? Et aujourd'hui, et vous le verrez, ça fera écho à la session de la prochaine fois, l'aspect qualitatif, s'il vous plaît, et non pas quantitatif. Je suis désolée de dire ça, hein, mais je vois sur les… Il y en a, je leur souhaite, hein, de continuer longtemps comme ça, mais pour moi, ils ne vont pas durer longtemps. En s'infligeant des séances comme ils s'infligent, sans faire de la mobilité, sans faire du renforcement, ça ne va pas passer. D'accord? C'est ça aussi la prévention. Donc, l'aspect motivationnel, on l'a vu. Le stress, bien évidemment, on va aller jouer sur des techniques respiratoires pour pouvoir minimiser l'impact du stress. D'accord? Donc, ça, c'est des choses que l'on va faire. Le troisième élément, c'est aussi sur tout ce qui est fixation d'objectifs. Alors, que font la plupart des gens, et c'est une grosse erreur, c'est que moi, quand je me balade dans les courses de triathlon, les gens ne parlent que de leur temps. Alors, c'est super sympa, sauf que pour la plupart, quand voilà, les gens se fixent un temps, ce qui en soi est normal, voilà, tout le monde a envie d'atteindre ses objectifs, mais dans la fixation d'objectifs, on ne doit pas avoir qu'une notion de temps.
D'accord? Il doit y avoir des notions aussi d'objectifs court, moyen, long terme. Voilà, exemple, je ne sais pas, je vais prendre mon exemple. Si j'ai envie de faire un Ironman, avant l'Ironman, il y a des petites étapes. Oui, ça vous semble évident, mais voilà, c'est de se dire quelles sont les étapes à court, moyen et long terme. Et comment je vais, moi, en tant qu'individu, mettre en place des choses sur les aspects qualitatifs. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect quantitatif des choses. Qualitatif, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, ben voilà, j'ai envie de faire un Ironman à 5 ans. À 3 ans, je me prévois de me faire comment dire, un L qui pique un peu, hein, et à plus court terme, je vais commencer par voilà, d'abord des XS, des M, et je vais monter en progression. Et pour ça, je vais m'atteler bien évidemment à avoir un programme de séances d'entraînement, sans oublier les aspects qualitatifs des choses, parce que, je le rappelle, et vous le verrez la fois prochaine, moi, je suis une ancienne nageuse, je rigole toujours de voir les gens s'entraîner en natation. À un moment donné, ça sert à quoi de faire 4000 mètres de natation si vous n'avez pas de ressenti d'appui? Voire pire, je nage, je n'ai pas de ressenti d'appui, et comme ma technique de nage est mauvaise, je fais quoi? Bobo à l'épaule. Donc, ça fait partie, vous voyez, des choses sur les aspects qualitatifs. OK, par exemple, les objectifs que je peux avoir, c'est sur mon premier triathlon, qui soit XS ou enfin S ou M, je m'attelle, par exemple, sur la partie natation, à implémenter ce que j'ai préparé à l'entraînement, c'est-à-dire à pouvoir rester efficient et de ne pas faire le moulin avant sur le nombre de coups de bras, et d'essayer sur chaque coup de bras d'être dans une efficience du mouvement pour déplacer un maximum d'eau, parce que je l'aurais travaillé en amont à l'entraînement. Alors, comment je vais arriver à faire ça le jour de la compétition? Eh bien, tout simplement en faisant des éducatifs. Mais des éducatifs avec notamment, par exemple, du transfert de force, des choses comme ça. Oui? Oui. Ça vous parle ou pas, tout ce que je vous dis? Oui, si. Mais tiens, qui peut me dire sa dernière séance natation, vous avez nagé combien? C'est pas on n'est pas là pour… 2 kilomètres pour moi. 2 kilomètres. Est-ce que, voilà, est-ce qu'en amont, vous avez fait de la mobilisation, un petit échauffe à sec J'ai fait mobilisation et échauffement, oui. OK. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont fondamentales. On prend le vélo. Qui est-ce qui, aujourd'hui, fait du renfort spécifique de sa chaîne postérieure? Personne. Tout le monde va pédaler. Moi. Vous vous en faites? Bah, c'est top. Oui, mais moi, je suis vieux, donc je suis très content. Alors, ce n'est pas une question de… déjà, vous n'êtes pas vieux. Et deuxièmement, c'est… Voilà, aujourd'hui, regardez, tout un tas de triathlètes sont effectivement assis toute la journée. Hein, la chaîne postérieure passe complètement à l'as. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que dans ma fixation d'objectif, l'aspect quantitatif, OK, je veux faire tel temps, donc je vais faire telle séance, mais l'aspect quali aussi. Ouais? Ça marche? Oui. Eh bien, en lien avec ça, je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur, c'est l'affirmation de soi. C'est quoi l'affirmation de soi? Et en prépa mentale, c'est important. Il y a affirmation de soi et confiance en soi. Quelle est la différence? Je ne sais pas. Je m'affirme, c'est
Bon, c'est un peu en lien avec la confiance quand même. Hein. Je suis capable de prendre la parole en public, Ouais. Alors, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est plus tourné vers soi. Je m'affirme, c'est plus tourné vers les autres. Ouais, la confiance en soi, donc ça aussi, c'est des choses, et il y a des outils qu'on travaille en préparation mentale, et c'est hyper important. La confiance en soi, c'est avoir conscience que j'ai des capacités. D'accord? Que j'ai des capacités, des ressources, et que je suis capable de faire ça. D'accord? Je prends l'exemple en triathlon, le truc que tout le monde redoute, la partie natation. Non, mais il y en a, ils n'en dorment pas de la nuit 2 semaines avant, quand ils s'alignent sur une course. Voilà, la confiance en soi, ça se travaille sur, par exemple, la partie natation, spécifiquement parlant. Si c'est la partie, entre guillemets, je fais un peu du stéréotypage, hein, mais je parle de aujourd'hui, globalement, chez un individu lambda, il y a beaucoup de gens qui redoutent la partie natation en triathlon. Donc, du coup, on va aller travailler la confiance en soi avec des outils, voilà, pour pouvoir, par exemple, si quelqu'un se sent pas bien sur la partie natation, pour que cette partie-là se passe du mieux possible. Ouais. L'affirmation de soi, à contrario, c'est comment, parce que quand vous n'avez pas confiance en vous, vous comprenez bien que la performance est impactée. L'affirmation de soi, c'est la même. Si j'ai un excès, par exemple, voyez, par exemple, des gens qui vont aller au regard d'un groupe se positionner en disant « moi, je sais tout », etc., etc., bah, cet excès d'affirmation de soi va avoir tout simplement des conséquences au niveau de la performance. À l'identique, si j'ai pas d'affirmation, si mon affirmation de moi n'est pas au top, bien évidemment, ça va avoir un impact sur la performance sportive. Comment? Ben, c'est par exemple des gens qui vont avoir mal, ils nagent, ils ont mal aux épaules et ils ne disent pas à l'entraîneur qu'ils ont mal aux épaules et ils continuent à faire les séances de bourrin. Ça jouera sur la performance, in fine. Parce que, in fine, soit la personne ne va pas être dans une bonne efficience du geste et du coup, elle avancera moins vite, soit elle va se blesser. Oui? Ça va ou Oui, ça va. Donc, vous voyez que l'ensemble de ces éléments joue donc sur les aspects motivationnels, la fixation d'objectifs, la meilleure gestion du stress, l'affirmation de soi, la confiance en soi. Tout ça, ce sont des items qu'on travaille en préparation mentale. Ce qui est vrai pour un individu n'est pas vrai pour l'autre. D'accord? Parce que quand vous accompagnez, Patrick peut peut-être nous le dire, il fait un état des lieux. Quelle est la priorité des priorités? C'est-à-dire que oui, il y a une part, le premier contact et les premières discussions, bon, il y a une approche, moi, un peu, je fais un petit peu de PNL, il y a une approche qui est la connaissance de l'athlète, de ce qu'elle ressent, de la façon dont elle vit son activité, ses valeurs, quelles sont ses valeurs, pourquoi elle s'investit autant. Enfin, c'est des éléments qui peuvent aider à la compréhension et à guider ensuite l'athlète dans ses choix et dans le choix des outils, bien sûr. C'est ça. La première phase, elle est importante dans la discussion et le questionnement avec la personne, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, exactement, donc ça, c'est hyper important. Et puis, il faut vous dire que déjà, ça demande à ce que, et je le dis, voilà, si vous poussez un peu sur ces aspects-là pour vous-même, hein, ça demande aussi à ce que vous vous connaissiez extrêmement bien. Hein. Alors, déjà, c'est la première step de bien se connaître. Et puis, si vous avez un objectif, effectivement, d'encadrer, comme Patrick, des gens sur ces aspects-là, il faut déjà bien se connaître pour pouvoir encadrer les autres. Hein, parce que, je le répète, dans les interactions humaines, on donne, on interagit sur tous les plans. Hein, donc, je dis toujours,
Je dis toujours aux gens, quand vous n'êtes pas bien, n'appelez pas les gens qui sont pas bien, hein, parce que c'est « je suis pas bien, je te donne mon pas bien, je te redonne doublement mon pas bien hein, ». D'accord? Donc, ça, c'est hyper important que vous puissiez en tout cas connaître l'individu. On dit toujours aussi, c'est l'empowerment, hein, c'est-à-dire la responsabilisation de l'individu. C'est vraiment un contrat gagnant-gagnant dans la préparation mentale. Hein. C'est pas, voilà, là, on va parler quand vous accompagnez des gens, mais si c'est pour vous-même, voilà, il faut arrêter aussi de… si vous faites de la préparation mentale pour vous-même, alors déjà, c'est mieux de se faire aider, mais il faut aussi, dans la vie de tous les jours, être en phase avec ses convictions et ses besoins. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi, c'est-à-dire que même si Duchemol vous dit à l'entraînement, non, tu ne devrais pas faire ça, mais que vous, pour vous, hein, encore une fois, on est tous différents, que pour performer, vous savez qu'il faut faire comme ça, eh ben, vous faites comme vous le ressentez. C'est bien pour ça qu'il faut s'adapter à chaque athlète. Il faut s'adapter à chaque athlète, effectivement. Par contre, il y a une chose hein, qui est hyper importante, ce que je voulais dire sur la sécurisation émotionnelle. Hein, vous ne le savez peut-être pas, mais travaillez avec vos sens. Oui. D'accord? C'est hyper important. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part, moi alors, je travaille beaucoup avec des malades. Hein, et je vais vous donner un exemple. Par exemple, des malades ou des gens qui ont des comportements de santé qu'il faut modifier. On est un peu sur les mêmes typologies de choses. On prend quelqu'un qui fume. D'accord? Quelqu'un qui fume, il a cette envie de fumer. Voilà. Et ben, pour travailler sur l'arrêt du tabac, enfin en tout cas la réduction du tabac, pour lui insuffler ça, moi je travaillais beaucoup sur les sens. C'est-à-dire que je mettais les gens, par exemple, dans des chambres, notamment, vous savez, de cryothérapie. Et vous savez pourquoi je faisais ça? Parce que quand vous mettez un individu dans un environnement hostile, vous savez tout de suite quel est le sens sur lequel il se raccroche pour être bien. Et voyez que par rapport notamment à quand il y a, par exemple, sur les aspects de gestion de stress, c'est hyper important de travailler et de voir quel est le sens qui va ramener l'individu dans quelque chose de sécure au niveau émotionnel. Et donc, pourquoi je les mettais dans des chambres de cryothérapie? Parce que je voyais tout de suite. Je leur disais, bon, bah, vous me dites, voilà, quand je les mettais, il y en avait, ils me disaient, montez la musique. Donc là, ça voulait dire que pour tenir dans l'endroit qui était hostile, ils avaient besoin de travailler l'auditif. Il y en a, de suite, dès qu'ils arrivaient, ils s'agrippaient à la rambarde de la salle de cryothérapie. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans le tactile. Donc, il faudra travailler dans les phases de stress avec des trucs tactiles. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y en avait des qui rentraient dans la salle, ils étaient collés à la vitre et ils me regardaient comme ça, ils me faisaient. D'accord? Parce que pour tenir, c'était le visuel qui les aidait. OK? Donc, et ça, on est tous différents. D'accord? Si demain, là, les gens qui sont présents à ce webinaire, je vous mets dans une salle de cryothérapie, vous allez tous réagir différemment parce que vous êtes tous différents. Et quand vous êtes dans des phases émotionnelles hostiles, vous allez, forcément, il y a un sens qui vous ramène dans une zone de confort. Ouais? Ça marche? Ça marche. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que je vois l'heure passer? Bonjour. Moi, j'aurais une question, Karine. Oui. Tu sais, moi, je suis pas, j'ai 57 ans, j'ai une pathologie. J'aimerais bien quand même travailler un petit peu cette on va dire, alors je ne sais pas si c'est une qualité mentale ou une préparation mentale. Si financièrement, je n'ai pas les moyens de m'offrir un maître, on va dire, est-ce que par moi-même, il y a des choses que je peux mettre en pratique? Est-ce qu'il y a des livres à lire? Est-ce qu'il y a des formations à faire? Déjà pour soi-même.
Alors, pour soi-même, je dirais, je dis toujours, d'ailleurs, j'ai fait un post ce matin là-dessus, où j'ai dit la plupart des choses que l'on apprend, alors bien sûr les livres, les formations, moi j'ai mis ce matin, c'est pas dans les livres et les écrans que j'apprends les choses, mais par l'expérience. Parce que toute connaissance part de l'expérience. Donc j'allais te dire, plus tu vas te mettre dans des dispositions justement pour apprendre à te connaître, et mieux ça sera. Voilà. Et après, à un moment donné, effectivement, déjà sur toutes les techniques, déjà revoir le webinaire sur la respiration, c'est hyper important. Enfin, encore une fois, je le dis, hein, pour moi, c'est une des clés aujourd'hui, même en préparation mentale. Quelqu'un qui respire mal, ça va être du stress. Ça va être quelqu'un qui va prendre des mauvaises décisions, hein, donc des mauvaises fixations d'objectifs. Donc, tout est lié pour moi déjà sur cet axe central qui est la respiration. Donc, vraiment, déjà, tu peux faire ça. Et déjà, tu verras qu'il y a tout un tas de choses à expérimenter. D'autres questions ? Alors, je souhaiterais devenir préparateur mental. Quelle formation recommandez-vous? Alors, moi, au niveau formation, alors le problème, c'est que j'ai bossé, voilà, moi, plus de 15 ans dans le domaine des neurosciences. Donc, voilà, j'ai quand même fait la formation à l'ENF qui était plutôt bien faite. Mais après, voilà, je ne saurais pas vous dire les autres formations. Je suis pas là pour... je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas. Les autres personnes, Patrick, vous avez suivi quoi comme formation? Moi, j'ai fait la formation avec LNF, Ouais. même chose. Et puis, j'ai complété avec des modules en PNL. Ouais. Parce que c'était assez complémentaire. Voilà. Ouais. Ensuite, je sais que j'ai suivi pendant pas mal de temps un site canadien qui s'appelle, son site, il a fait de la formation, ça s'appelle Guerrier Zen. Guerrier Zen, et c'était vraiment très très intéressant parce qu'elle faisait, il y avait des intervenants qui étaient intéressants, des préparateurs mentaux, et c'était assez intéressant, et elle propose des formations à distance. Voilà. Et puis je pense que honnêtement, hein, encore une fois, voilà, regardez un peu sur voilà, des choses qui peuvent vous aider dans la gestion du stress. Hein, voilà, ça c'est important. Sur vos aspects motivationnels, reposez-vous les bonnes questions. Voilà. Hein, sur les aspects notamment de plaisir, de progression, voilà, comme votre petit diagnostic motivationnel. Et puis, sur ces objectifs, n'oubliez jamais, voilà, quelles que soient les choses que vous fixiez dans le triathlon, n'oubliez pas l'aspect visé à long terme, et visez aussi les aspects qualitatifs. Encore une fois, je le répète, aujourd'hui, prendre sa bicyclette et ne pas faire de la mobilité avant, je trouve ça dommage. Voilà. Donc, parce que à un moment donné, aller faire 4-5 heures de vélo sans travailler voilà, la chaîne postérieure. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a plein. En vélo, ils disent pousse et tire. Ouais, ouais, mais bon, pousse et tire, le tirage, en fait, c'est pas aussi efficient que si on fait quelque chose de très qualitatif sur du renforcement comment dire, de la chaîne postérieure. Et ça s'écrit. Ça s'écrit dans les programmes justement de préparation mentale. Comment arriver à mes objectifs? Ok, je vais faire ça et ça en termes de séances d'entraînement, et je vais optimiser les choses avec des aspects de renfort muscle profond et de mobilité, et de renfort aussi de chaînes spécifiques qui sont en lien avec l'activité. Ouais. Je vois le temps passer. Des questions encore ou pas? Alors, le but, c'était pour vous, voilà, vous sensibiliser à tout ça, dire oui, la préparation mentale, c'est tout un tas d'outils, autant d'approches que de coachs, que de personnes.
Voilà, n'oubliez jamais que des petits muscles comme le psoas vont impacter sur votre diaphragme. Alors, vous allez me dire, bah, ça passe déjà par là. Un psoas contracté, c'est clair que le stress, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, voyez, sur une approche un peu plus globale des choses, tête et corps, il y a des groupes musculaires à vraiment travailler parce qu'on dit toujours la tête aide le corps et c'est ce qu'on a vu ce soir. N'oubliez jamais que c'est bidirectionnel. Parce que tout ce que l'on a vu là, voilà, que ce soit la gestion du stress, l'aspect motivationnel, fixation d'objectifs, l'affirmation de soi, la confiance en soi, à un moment donné, si vous êtes au ras des pâquerettes, d'accord, au niveau de votre confiance en vous et que vous vous dites ah, ça va le faire, et que vous utilisez par exemple des routines pour aller avoir en tout cas une image positive de vous-même, bah, des fois ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et c'est comment par le mouvement corporel on va arriver aussi à débugger la tête. D'accord? Donc c'était ça que je voulais aussi vous expliquer. Préparation mentale, oui, très bien, mais ne focalisons pas là-dessus. C'est à certains moments de vie, c'est dans les deux sens. D'accord? Et ça donne lieu bien évidemment à autre chose. C'est comment, par le mouvement corporel, on va aller chercher une meilleure performance de par le debug émotionnel. Ouais? Oui. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine sera au mois de juin. Vraiment, je vous invite ça sera la suite de tout ça, là. La suite du film Netflix, si je puis dire. J'espère que ça vous a plu.